Merci de participer à cette webconférence donc, qui est organisée dans le cadre des rendez-vous de l'ADI. Et donc notre partenaire de longue date, hein, AG2R La Mondiale, anime dans ce cadre deux webconférences. Donc certains d'entre vous ont sans doute participé à celle d'avant-hier sur la thématique donc de la protection sociale du travailleur indépendant. Et donc aujourd'hui, notre expert AG2R, Yacine Barry, va vous parler donc de comment faire pour protéger ses revenus et sa famille quand on est travailleur indépendant. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la webconférence, on va juste faire quelques petits consignes techniques. Alors, déjà, est-ce que vous nous entendez, enfin, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? D'accord, je vois qu'il y a des oui dans le chat. Donc, je vois que parmi vous, beaucoup maîtrisent déjà le chat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le système Click Meeting, donc effectivement, nous ne pouvons pas vous entendre, mais vous pouvez vous exprimer donc dans le chat. Hein, vous pouvez écrire en bas à droite et poser donc vos questions au fil de l'eau. Donc Stéphanie Desmet et moi-même, Stéphanie Desmet d'AG2R et moi-même, donc qui travaille pour l'ADI, tenterons de répondre à un maximum de questions au fil de l'eau. Et les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, eh bien, nous les poserons directement, nous les noterons et nous les poserons à Yacine en cours de route. Alors, quelques petites règles d'utilisation du chat, bien sûr. Donc, vous pouvez exprimer vos avis, vos interrogations, bien sûr, mais toujours dans un esprit, on va dire, de bienveillance et de respect mutuel. Voilà, bah écoutez, je vais couper ma caméra et mon micro et laisser la parole donc à Yacine. À tout à l'heure. Merci Claire et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire organisé par l'ADI en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui de façon certes dématérialisée, mais je pense que vous avez tous l'habitude, malheureusement, nous nous adaptons au contexte actuel, ce qui ne nous empêche pas, malgré tout, de partager des informations, du savoir et de continuer à avancer. Alors, il est 11h03. Lors de la présentation, donc, je vais me permettre de présenter rapidement l'ADI que vous connaissez très bien, mais surtout le partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale. Et puis ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet. L'objectif de cette réunion, je serai satisfait si à l'issue, merci Marie-Ange, bonjour à tous, je serai satisfait si à l'issue de ce webinaire, eh bien, vous savez exactement où vous en êtes, disons à quelle sauce vous êtes mangé en cas d'arrêt de travail, temporaire, définitif, voire de décès, comment est-ce que protéger votre famille, que vous ayez l'essentiel des informations qui vous permettent de prendre des décisions pour pouvoir vous organiser. Le plus important, c'est de savoir pour pouvoir prévoir. C'est ainsi que je vois les choses. Et bien entendu, vous pourrez me retrouver si vous souhaitez avoir un complément d'information sur LinkedIn en tapant Yacine Barry, comme c'est écrit sur la présentation. Je me ferai une joie de répondre à vos questions, bien sûr, en fonction de nos disponibilités respectives. Alors, le groupe AG2R La Mondiale. Aujourd'hui, l'ADI est associé avec AG2R La Mondiale, qui est le premier groupe de protection sociale. Alors, pour faire simple, je vais utiliser on va pas utiliser des mots trop compliqués, ça ne sert à rien. C'est une caisse de retraite à la base. AG2R, ça veut dire Association de gestion des retraites par répartition. Les retraites par répartition, vous savez, toutes les personnes qui sont salariées, eh bien, cotisent pour leur retraite. Je ne parlerai pas de la retraite aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, même si c'en est un et qu'il vous concerne directement, surtout si vous êtes auto-entrepreneur, parce qu'il y a un impact, mais ça, je répondrai à la question si jamais elle venait à surgir. Donc, à la base, c'est une caisse de retraite et il y a, grosso modo, je dirais, un Français sur 3, un Français sur 4 aujourd'hui qui touche sa retraite d'AG2R. Je suis certain que dans votre entourage, dans votre famille, eh bien, quelqu'un perçoit sa retraite à GIRC Arco via AG2R.
AG2R, la mondiale, donc c'est un groupe aujourd'hui qui a une mission, c'est de protéger les individus, les hommes et les femmes, tout au long de leur vie, c'est-à-dire pendant leur activité, mais également après leur activité. Nos métiers, ce sont la retraite, comme je viens de l'exprimer, mais également la prévoyance, la santé et l'épargne. Le sujet de notre webinaire est en effet sur la prévoyance et la santé, hein, ce qui va nous concerner. Donc, on va vraiment faire un focus là-dessus. Alors, petite précision, c'est que le groupe est un groupe paritaire et mutualiste. Ça veut dire que nous n'avons pas d'actionnaires et le groupe est géré finalement par les représentants des salariés et les représentants des sociétaires. Les sociétaires, ce sont les clients. On retrouve ce fonctionnement, par exemple, pour ne pas les citer, dans des groupes comme le Crédit Agricole, que vous certainement vous avez entendu et qui fait de la publicité assez claire à la télé en disant c'est une banque qui appartient à ses clients. AG2R est un organisme qui appartient à ses clients. Voilà pour la présentation du groupe. Alors, oui, je précise également que nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, hein, donc où que vous soyez, puisque c'est l'avantage, je dirais, de ces solutions aujourd'hui dématérialisées, de communication dématérialisée, c'est qu'on peut être partout dans le monde. Alors, si on se restreint à la France et à ces DOM, eh bien, nous sommes présents partout sur l'ensemble du territoire. Au niveau de l'ADI, ce qui s'est passé, c'est que le groupe aujourd'hui a un engagement sociétal qui est fort. Il y a un certain budget qui est alloué chaque année pour des actions dites sociales et responsables. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a certaines sommes, des millions d'euros, qui sont investis par la Fondation, par l'activité sociale, au profit, par exemple, de l'ADI et au profit de personnes comme vous qui souhaitez être accompagnés, qui souhaitez être des entrepreneurs, créer votre revenu, diriger votre vie. Et sachez que je vous admire et c'est pas peu dire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous êtes ou allez être des entrepreneurs. Peu importe votre statut, que vous soyez auto-entrepreneur, ce que l'on voit souvent, ou que vous soyez dirigeant d'une SARL, d'une EURL, d'une SA, peu importe. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous, monsieur et madame, vous êtes le capitaine du navire. Vous avancez sans filet, vous êtes la variable d'ajustement en cas de problème. Lorsque l'entreprise va, tout va. Lorsque l'entreprise ne va pas, eh bien, vous également, ça ne va pas. Contrairement à un salarié qui, lui, a une certaine sécurité, que ce soit par la sécurité sociale ou par la garantie de l'employeur ou par des contrats de prévoyance qui viennent assurer ses revenus immédiats, eh bien, si vous n'avez pas les informations nécessaires et pris vos dispositions, eh bien, vous avancez sans filet et vous prenez tous les risques. Ce qui peut avoir des conséquences à la fois sur votre activité, qui est une chose qui est importante bien entendu, mais surtout, je dirais, sur votre environnement personnel, c'est-à-dire comme sur votre famille, ce qui est, je pense, le plus important pour nous tous. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'objectif, c'est que vous sachiez exactement quelles sont les conditions, pourquoi est-ce que vous cotisez, parce que, en effet, peu importe votre statut, eh bien, vous cotisez, c'est bien beau de cotiser, on n'a pas le choix, mais pourquoi? Quels sont mes droits? Et comment je peux faire pour protéger ma famille si toutefois ce à quoi j'avais droit n'était pas suffisant? Alors, il y a différentes choses. Lorsqu'on est dirigeant, il y a au moins 3 pôles. Il y a donc sa famille, bien entendu, son entreprise et éventuellement ses associés. Il me semble qu'aujourd'hui, la majorité d'entre vous travaillez de façon individuelle, indépendante. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet des associés. Sachez que c'en est un. Ça a des impacts très importants en fonction des choix que l'on peut faire. Et comme je vous l'ai dit, Sandrine dit qu'elle aura une associée. Très bien. Il y a des questions à se poser, très importantes en amont, et notamment lors de la rédaction des statuts. Donc ça, si vous voulez, je pourrais en parler plus précisément une prochaine fois, soit organiser un autre webinaire ou bien entendu me rejoindre sur LinkedIn pour que je puisse y répondre. Alors, comment ça se passe aujourd'hui et quels sont les risques? Le dirigeant et sa famille. Lorsqu'on parle de risque, on parle vraiment d'une incapacité d'aller travailler. Cette incapacité d'aller travailler va se matérialiser par une incapacité à générer un chiffre d'affaires et donc une incapacité à payer ce qu'on appelle les charges,
qui est pour moi un gros mot, et je m'expliquerai tout à l'heure, mais surtout sa rémunération. Et donc son niveau de vie, son train de vie et les autres charges qui sont liées à sa rémunération. Puisque finalement, tout ce que les flux entrants vont se transformer pour la grande majorité en flux sortants. Alors, dans ces risques d'arrêt, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons en effet la maladie, lorsqu'on tombe malade. Alors, je ne vais pas parler évidemment d'un rhume. Un chef d'entreprise généralement qui a un rhume, souvent il continue à travailler. On parle vraiment d'un vrai problème, d'une vraie maladie. On peut parler du Covid. Ça peut être un vrai sujet, surtout en ces temps-là, sachant que c'est une particularité puisque nous sommes dans un cas de pandémie. Et vous savez, comme vous avez entendu parler là, vous voyez qu'il y a des crues historiques en France et donc des inondations. Les assureurs vont pouvoir dire que ce sont des choses qui n'ont pas été prévues dans les conditions générales parce que ce sont des intempéries et incontrôlées. Je fais un parallèle, c'est intéressant parce que le Covid, c'est une pandémie et certains assureurs ne vont pas l'assurer. Donc, il va falloir être vigilant. Donc, la maladie. On va parler de la maladie d'un point de vue général. L'invalidité. Alors, l'invalidité, il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive de façon mécanique après 3 ans de maladie continue. Lorsque quelqu'un est en arrêt de travail et qu'il a arrêt de travail sur arrêt de travail jusqu'à 1095 jours, donc 3 ans, automatiquement, il va passer en invalidité. Ensuite, en fonction du degré, je dirais, de son handicap par rapport à son activité, il va avoir un taux d'invalidité et ce taux d'invalidité va se transformer en taux de rémunération. Je reviendrai dessus de tout à l'heure. Alors, plus grave, bien entendu, le décès. Que se passe-t-il? Celui qui décède, eh bien, lui n'a plus de problème. En revanche, ceux qui restent derrière eux, en plus d'avoir de la peine, risquent d'avoir des problèmes financiers. Et nous savons tous que, faut le dire, c'est que quand il y a de l'argent, c'est un peu plus facile. Ça fait un problème en moins, disons. Donc, il vaut mieux pouvoir s'enlever ces problèmes matériels pour pouvoir s'occuper de son deuil et avancer et construire sa vie. C'est pas très drôle, mais ça fait partie de la vie. La partie dépendance. La partie dépendance peut être liée aussi à l'invalidité. C'est lorsque nous ne sommes plus capables d'effectuer certains actes quotidiens, comme se nourrir, comme faire son ménage, comme faire ses lacets ou sortir, etc. C'est quelque chose d'important puisque derrière, eh bien, nous allons solliciter une tierce personne et que cette tierce personne, il faudra la payer. Donc, comment faire? Autre point, le chômage. Alors, vous avez certainement entendu parler des dernières réformes depuis donc l'investiture d'Emmanuel Macron. Il y a eu des améliorations dans ce sens-là pour les chefs d'entreprise, puisque désormais, un entrepreneur, un chef d'entreprise peut avoir droit au chômage, mais attention, il y a des conditions, il y a des durées, et aussi bien donc dans la durée, que le montant. Et j'y reviendrai aussi s'il y a besoin. Autre chose intéressant, important, c'est ce qu'on appelle la rédaction des clauses bénéficiaires. Lorsque on a des garanties, des protections, bien, il faut s'assurer que la clause a bien été rédigée et que les bénéficiaires seront ceux que nous souhaitons. Parce que souvent, je l'ai vu dans ma carrière, des fois, malheureusement, c'est dramatique. J'ai eu des personnes qui avaient des contrats avec une clause standard. Donc la clause standard qui était pour le conjoint non séparé judiciairement, à défaut les enfants, qui n'avait pas d'enfants et qui ne vivait plus avec le conjoint, qui vivait avec quelqu'un d'autre mais qui était encore marié. Cette personne est décédée et tous ces fonds-là sont allés à la personne avec qui il ne vivait pas, donc avec l'ex-conjoint, ce qui peut poser certains problèmes, surtout pour la personne qui partageait sa vie. Donc voilà, des choses qui sont importantes, on viendra en détail là-dessus. Je regarde rapidement vos questions, vos remarques sur le chat, savoir si je dois réagir tout de suite. D'accord, oui, donc l'autre entrepreneur. Ah oui, donc quand on est déjà en invalidité, très bien. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors oui, j'ai une réponse qui est intéressante à d'Esther, qui me dit que le Covid, à ce qu'on nous a dit, n'a pas été reconnu comme une pandémie, mais comme une épidémie. Alors oui, attention, il faut savoir que les assureurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui rédigent leurs conditions générales et particulières. L'État peut dire ce qu'il veut. Ça peut concerner certaines choses, mais pas tous. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Je reviendrai tout à l'heure sur ce genre de détails importants.
Alors, nous allons avancer aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas nous attarder sur ce qui est associé, ni l'entreprise, mais vraiment la famille aujourd'hui pour notre entrepreneur, puisque je vois que la majorité d'entre vous êtes des entrepreneurs en individuel, hein. Donc, on va avancer là-dessus. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vous rassure, Stéphanie et Claire sont en train de les noter et elles interviendront si elles estiment qu'il faut que je réponde tout de suite. Et en revanche, nous en parlerons à la fin de cette réunion. Alors, entrons dans le vif du sujet par rapport au dirigeant qui veut protéger sa famille. Sa famille, en effet, ça peut être son conjoint, ça peut être également ses enfants. On va prendre un cas. Prenons aujourd'hui le cas de Madame Paul. 40 ans, elle est mariée, Madame Paul, sur le régime de la communauté, par exemple, puisque, attention, le régime matrimonial, est très, très important lorsqu'on est entrepreneur. Là aussi, vous pouvez noter vos questions et j'y répondrai avec plaisir en fin de webinaire. Elle reprend l'entreprise familiale. Donc, c'est une boulangerie industrielle avec 3 salariés. Elle est sur une rémunération annuelle de 50 000 euros. Et sur les conseils de son expert comptable, elle a créé une SARL dans laquelle elle est gérant majoritaire. Mais elle se pose la question, comment puis-je sécuriser mes revenus pour protéger mon foyer? Quel sera mon niveau de couverture en tant que dirigeant? Et on m'a dit que le régime de salarié est plus avantageux. Est-ce le cas? Alors, nous allons vérifier cela. Alors, les risques, ce sont ceux que nous avons vus. Si demain, elle est en arrêt de travail, eh bien, combien va-t-elle percevoir et à partir de quand? En fonction du statut, si je suis auto-entrepreneur, si je suis mandataire social d'une SASU, puisque je vois qu'il y en a, si je suis gérant majoritaire d'une SARL, eh bien, combien est-ce que je vais toucher? Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais demain, je passe en invalidité ou si je décède? Comment est-ce que je protège et comment je peux assurer aussi l'avenir de mes enfants qui vont, je l'espère, faire des études? Alors, on va commencer par un point qui s'appelle les indemnités journalières. Les indemnités journalières, comme leur nom l'indique, ce sont le montant que l'on peut percevoir par jour en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité. Celles-ci sont calculées de différentes façons en fonction de sa caisse, en fonction de la caisse à laquelle l'on cotise. En effet, si l'on est, par exemple, président d'une SAS, SASU, eh bien, nous serons assimilés salariés, mandataire social, avec ou sans fiche de paye, affiliés à la sécurité sociale, tel un salarié. En revanche, si l'on est auto-entrepreneur, gérant majoritaire, indépendant, profession libérale, eh bien, nous allons être, dans 90% des cas, affiliés à ce que nous appelions le RSI, qui s'appelle aujourd'hui la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Attention, en fonction de votre activité, vous pouvez dépendre d'une autre caisse, telle la CIPAV, par exemple, qui présente certaines particularités au niveau des indemnités journalières. Pour faire simple, elle donne 0, mais on le verra aussi tout à l'heure. Alors, les IJ, comment ça se passe? Eh bien, lorsque l'on a un arrêt de travail, la somme qui est versée est prévue normalement pour assurer un niveau de vie et un pouvoir d'achat. Et on va le calculer selon certains critères. Le premier, ça va être sur la rémunération. Combien est-ce que nous avons perçu les 12 derniers mois? Ou pire, lorsqu'on est en auto-entrepreneur, sur la moyenne des 3 dernières années. Qui peut faire une très, très grande différence, puisque souvent, lorsqu'on démarre une activité, eh bien, nous ne sommes pas forcément au plafond de ce que peut prévoir le statut. Et donc, la moyenne va être tirée vers le bas et le montant des indemnités journalières également. Donc, quel est le montant? Quel est le délai de carence? Quelle est la durée d'indemnisation? Et quel est le délai de franchise? Alors là, je vais faire un petit focus rapide sur la différence entre délai de carence et délai de franchise. C'est pas tout à fait pareil. Un délai de carence, c'est lorsque l'on met en place un contrat, par exemple, de prévoyance, on peut dire que les garanties vont être effectives, vont commencer à s'appliquer après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 12 mois, par exemple. Je vous donne un cas. J'ai assuré hier une profession libérale. Elle souhaite avoir des garanties en cas de maternité. Vous savez que la maternité n'est pas une maladie.
Donc, ce n'est pas, je dirais, assuré par la sécurité sociale, mis à part les fameux forfaits qu'on peut avoir et certaines caisses particulières. Donc, on n'a pas d'indemnité lorsqu'on est en congé maternité. Mais il existe quelques garanties que nous pouvons prendre. Et dans ce cas-là, eh bien, l'assureur va dire, très bien, je vais vous assurer. En revanche, pas après, il va falloir que vous cotisiez pendant 1 an avant que je puisse vous assurer. C'est ce qu'on va appeler le délai de carence. On le retrouve, je pense, vous êtes plus sensible à ça, sur des mutuelles, par exemple. On va vous assurer un certain remboursement pour l'optique, le dentaire, ce qui coûte cher, mais il va falloir être assuré au moins 6 mois ou 1 an, hein, puisque sinon, ce serait trop facile. On pourrait très bien dire, j'ai une mauvaise mutuelle aujourd'hui que je paye 20 euros. Demain, je dois faire des implants, paf, je passe sur la mutuelle à 200 euros, mais elle va me rembourser de façon adaptée à mes dépenses, bien sûr, mais ce serait trop facile. Donc, l'assureur se protège en mettant en place le délai de carence. Délai de franchise, différent. Ça, c'est plus réglementaire, c'est au niveau de la sécurité sociale. Lorsque vous êtes salarié ou auto-entrepreneur d'ailleurs, ou gérant majoritaire d'une SARL, donc ça concerne tout le monde, eh bien, le délai de franchise, c'est à partir de quand nous allons vous indemniser en fonction de la déclaration du sinistre. Donc, la déclaration, par exemple, de l'arrêt de travail ou de l'accident. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment une notion qui est importante. Alors, on va faire un petit test. Alors, on va faire ça de façon, c'est pas tout à fait ludique puisque je vais vous mettre la réponse tout de suite, mais je trouve que poser des questions est toujours intéressant. Alors voilà, on va prendre un gérant majoritaire, donc quelqu'un qui est gérant de sa SARL et qui perçoit une rémunération mensuelle de 4 000 euros et qui est en arrêt de travail. À votre avis, l'indemnité journalière, de quel montant sera l'indemnité journalière? Alors, je sais que vous avez tous la réponse. 4 000 euros, normalement, on aurait pu penser qu'on est sur une base d'à peu près 131 euros par jour, hein, c'est sa rémunération. Si nous étions à 50% de sa rémunération, eh bien, nous nous approcherions des 65 euros par jour. Vous voyez que là, le montant sera de 56 euros par jour. Il faut savoir que ce montant-là est supérieur au montant maximal d'un salarié d'environ 10 euros. Et oui, le régime RSI, SSI, donc des indépendants, est plus généreux que le régime de la sécurité sociale d'un salarié. Idée reçue à supprimer. La règle est la suivante. Les indemnités journalières sont calculées sur le revenu annuel moyen des 3 dernières années. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est pareil, tout à l'heure, j'en parlais. Au maximum, 50% du PASS, qui est oui, Johan, la CIPAV, c'est 0, absolument. 50% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le plafond annuel de la Sécu, c'est un plafond sur lequel énormément de cotisations sociales sont calculées, qui évolue chaque année en fonction de différents paramètres, d'à peu près entre 1 et 2%. Sa valeur en 2021 est un peu plus de 41 000 euros, vous voyez. Donc, on peut calculer, on sait que le maximum, ce sera 20 000 euros sur l'année, par exemple. Donc, pour quelqu'un qui perçoit dans ce cas-là, on peut dire 60 000, il va perdre quasiment, il sera quasiment à 1/3 de son revenu. Et puis, nous avons au minimum, ça pour le maximum. Pour le minimum, eh bien, c'est un forfait qui est égal à 10 ou 50% du PASS. Donc, 10% du PASS, ça fait 4 000 euros par an. 50% du PASS, 20 000 euros par an. Voilà pour le minimum. Plus de son. Ah, j'ai l'impression que Isabelle ne n'entend pas très bien. Est-ce que c'est bon pour… Non, tout va bien. Okay. Je continue. Ensuite, un autre quiz. Eh bien, je crois que je vous avais donné tout à l'heure la réponse. Je pense que là, vous allez tout de suite voir qu'il y a une cohérence par rapport à ce que je viens de vous dire. Nous sommes dans le même cas. 4 000 euros net par mois, c'est important. La différence entre le brut et net, je pense que ça, tout le monde peut comprendre pourquoi je dis ça. Eh bien, en cas d'arrêt de travail, le maximum de la sécurité sociale, ce sera 46 euros par jour. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le RSI, c'est 56,35 €. La Sécu, c'est 46 euros. Ça peut commencer à être un critère, un paramètre qui peut permettre de choisir son statut et de se dire, tiens, finalement, on m'a dit que le salarié était mieux protégé, je vais être dans une SASU mandataire parce que c'est mieux, c'est plus simple, etc. Attention, ce sont des idées reçues. Voilà. Alors, la franchise, pour le salarié d'ailleurs, elle est de 7 jours s'il y a une maladie, ou alors elle peut être ramenée à 0 jours s'il y a une hospitalisation. Les droits
90% du SAB, c'est-à-dire du salaire annuel brut, plafonné les 30 premiers jours. Et oui, parce qu'en fonction de la durée de votre arrêt de travail du salarié et en fonction de l'ancienneté, il va y avoir certaines règles. La première, c'est la règle de mensualisation. Est-ce que c'est l'entreprise qui vient compenser la perte de droit? Et la deuxième, c'est le contrat de prévoyance qui peut être obligatoire en fonction de la convention collective ou facultatif. Mais je ne m'attarde pas sur ce point-là puisque la majorité d'entre vous n'êtes pas salariés. Allez, encore une dernière question. Alors, ça, c'est depuis le 1er janvier 2012. La prestation des indemnités journalières pour un arrêt de travail, maladie des TNS, artisans et commerçants est supérieure à celle des régimes des salariés. Mais la réponse est oui. En effet, l'indépendant est mieux couvert qu'un salarié pour les 30 premiers jours. Donc ça, soyons clairs, si vous avez choisi le statut de gérant majoritaire d'une SARL, qui est mon favori, ou d'indépendant profession libérale, eh bien, sachez que vous avez fait le bon choix. Certainement fait le bon choix. Je dirais que la seule raison qui pourrait pousser quelqu'un à être en SASU, et je dis bien la SASU, puisque SASU, c'est il y a une seule personne dedans, eh bien, ce serait d'avoir une rémunération basée sur le dividende et non sur le traitement et salaire. Mais c'est à mon sens un calcul risqué qu'il faut mettre sur la table, puisque il permet en effet de ne pas payer de charges sociales, d'avoir une imposition différente. Mais si vous ne payez pas de charges sociales, ça veut dire que vous ne vous créez pas de charges sociales. Ça veut dire que vous ne vous créez pas de patrimoine social. Je vais juste vous donner une information très simple comme ça, et vous allez voir à quel point le patrimoine social est important. Quelqu'un qui travaille toute sa vie, qui arrive à la retraite, et qui est marié, qui vit en couple, peu importe si c'est une femme ou un homme que nous considérons dans notre exemple, eh bien, son patrimoine social s'élève en moyenne, tenez-vous bien, à 1 million d'euros. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quelqu'un qui va toucher, par exemple, 2 000 euros de retraite par an, 24 000 euros de retraite 2 000 euros par mois, 24 000 euros de retraite par an. Sur 10 ans, il touche 240 000 euros. Sur 20 ans, il est à peu près à 500 000 euros. La moyenne de vie, c'est 25 ans. Vous rajoutez ça, la réversion pour le conjoint, nous sommes quasiment sur 1 million d'euros. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Vous pouvez me dire oui, mais je pense que non, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on parle de charge sociale. Et ça, je trouve que c'est assez négatif. Non, ce sont des cotisations nous donnant des droits. Alors, j'avance. Un point de vigilance, comme on a pu le voir, c'est en fonction du régime obligatoire. Délai de carence, vous l'avez compris. La durée de l'indemnité journalière, eh bien attention, si vous avez, en fonction de votre caisse, alors si pas, c'est zéro tout le long, pas de souci, mais si vous êtes affilié à d'autres caisses, eh bien l'IJ peut être versé pendant 90 jours ou 365 jours ou pendant 3 ans. Et vous savez qu'au bout de 3 ans, on passe en… Oui, merci. Invalidité, exactement. Et puis la franchise, en effet, qui peut être de 3, 7, 15, 30, 90, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire attention à votre caisse, à votre statut social, pour connaître un petit peu les règles et pouvoir se dire demain, ça me convient, j'en reste là. Ou alors, je vais changer de statut, ou alors mettre des contrats de prévoyance pour pouvoir pallier ces manques. Très bien. Alors, je fais une petite pause rapide sur les indemnités journalières, voir s'il y a quelques questions. Alors, est-ce que Claire ou Stéphanie, vous souhaitez intervenir? Tiens, il y a Claire qui va intervenir. Alors, j'ai repéré 2 questions, notamment sur lesquelles, effectivement, je ne savais pas à quoi répondre. Alors, sur le chat, alors, on a eu plusieurs questions de personnes qui démarrent une entreprise en étant déjà reconnus travailleurs handicapés et qui demandaient donc comment faire dans ce cas-là, quel est le statut, vers quel statut se diriger, quoi prévoir Alors, si on crée déjà en tant que travailleur handicapé? d'accord, ok.
Alors, quand on est travailleur handicapé et qu'on vient d'un régime salarié, on continue à être sur le même régime. Donc là-dessus, le choix du statut, finalement, va être totalement indépendant je dirais du fait qu'on soit handicapé ou pas. Le choix du statut va être en fonction de la rémunération que l'on veut percevoir et que si on est associé ou pas associé. Voilà. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de stigmatisation. Lorsqu'on est handicapé, ce que je préconise généralement, c'est de rester dans le même régime dans lequel vous étiez. Ça permet une continuité. D'accord. Alors, autre question. On a vu que la CIPAV versait donc 0 comme indemnité journalière. Comment faire dans ce cas-là? Quoi prévoir pour Oui, compenser le fait que la CIPAV ne donne pas d'indemnité? oui. Alors, il y a Pascal qui demande ce que c'est la CIPAV. Donc, la CIPAV, Pascal, c'est une caisse comme peut-être la SSI, comme l'est la Sécurité sociale. Elle est en fonction de son activité. Donc, c'est une caisse qui était réglementée à la base pour certaines professions, que sont les géomètres ou architectes, et qui est devenue un peu le placard à balai des nouvelles professions, notamment toutes celles de conseil, qui ont vu le jour avec Internet, etc. Voilà, ça, c'est la caisse CIPAV. Et donc, pour répondre à ta question, Claire, en effet, 0 € d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail temporaire. Et donc, il convient de mettre en place un contrat de prévoyance, c'est le terme, facultatif. Alors, il peut être payé par l'entreprise, on peut le payer de ses propres deniers, c'est un choix. Là-dessus, il faut contacter un expert qui, après un audit, vous conseillera du meilleur choix à faire. Et du coup, Yacine, ça répond aussi à la question d'Elios qui demandait si l'affiliation à la CIPAV se faisait de manière obligatoire ou si on avait le choix de la caisse. Donc, Alors ça, c'est une super question. Ça, c'est une super question et je vais vous dire pourquoi. La CIPAV, donc toutes ces professions-là, finalement, on les mettait dedans. Et depuis, alors, j'ai pas envie de vous dire une bêtise, il faudrait que je revoie mes notes là-dessus. Je suis désolé, je crois que c'est depuis le 1er janvier 2019, à vérifier. En tout cas, en l'état actuel des choses, à l'heure où on se parle, c'est le cas. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir, absolument. Et là, j'ai envie de vous dire, fuyez la CIPAV. Puis la CIPAV, elle est à la Sécurité sociale des indépendants, elle est tout à fait adaptée aujourd'hui, elle est gérée depuis qu'elle est devenue SSI par l'URSSAF, donc nous n'avons plus les problèmes qui ont fait la mauvaise réputation du RSI au niveau de la gestion. Elle est en termes de rapport qualité-prix beaucoup plus intéressante que la CIPAV. Je vous le recommande. Oui, vous avez le choix. Yacine, juste, je pense qu'il faudrait peut-être que tu précises la réponse sur la question sur les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Oui. Il y a une question d'Anne-Sophie qui demande donc est-ce que ça veut dire que tu conseilles de ne pas créer d'entreprise? Alors, pour Ah les non, personnes. non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ah non, non, pas du tout. Je vous conseille, non, pas du tout. Non, non, je vous conseille de créer une entreprise, mais de faire en sorte de rester dans le même régime social dans lequel vous étiez. C'est-à-dire que si vous étiez salarié et qu'aujourd'hui vous créez votre entreprise, eh bien, mettez-vous dans un statut de salarié pour rester dans la même caisse, pour rester à la sécurité sociale. C'est ça que je dis. Merci. On en reparle, si c'est pas clair, continuez à poser vos questions. Je vais continuer à dérouler pour qu'on soit bien dans le timing, hein, mais j'y reviendrai à la fin s'il y a besoin et comme je vous l'ai dit, je serai là. Oui, Nathalie, c'est flippant, mais vous inquiétez pas, Nathalie. Il y a des solutions à tout. Alors, l'invalidité. Comme vous l'avez compris, eh bien, l'invalidité survient au bout de 3 ans d'arrêt de travail continu. Eh bien, deux choses. Il y a la rente d'invalidité lorsqu'on est invalide et qu'on est déclaré invalide, et puis on a aussi le capital invalidité. Alors, on va commencer par la rente. La rente d'invalidité, donc, ce sont des sommes qui sont versées pour compenser la perte de revenus. Et il y a deux types d'invalidité, l'invalidité partielle et l'invalidité totale. Alors, la majorité des cas sont dans l'invalidité partielle, sachant que l'invalidité totale se rapproche plus, c'est dur d'en parler sans être un peu dur, mais disons que l'invalidité totale, c'est lorsque vous ne pouvez vraiment plus rien faire. C'est lorsque vous êtes dépendant à 100% d'une tierce personne pour gérer votre vie et que vous êtes, que vous avez perdu tous vos moyens. Voilà, pour faire simple. Hein, pour pas, voilà.
Donc, alors ça arrive bien entendu, ce ne sont bien heureusement pas les majorités des cas. Donc, on va plutôt parler de ce qui est l'invalidité partielle. Et là, attention, c'est important, parce que l'invalidité partielle, je vais vous donner un exemple. J'ai un chirurgien, un de mes clients chirurgiens, voilà, qui travaille avec ses mains et qui a eu un accident. Il aime bricoler le week-end et en fait, il fait un peu de menuiserie. Eh bien, je crois que vous avez compris, il s'est coupé quelques doigts. Alors oui, ça fait très mal. Il a pu évidemment faire en sorte de les recoller et puis en rééducation, sauf que il ne peut plus exercer son métier. Alors, entre vous et moi, cette personne-là est-elle invalide? Je ne pense pas. Je peux la croiser, je l'ai vu, il vit absolument normalement. En revanche, dans son travail, il est totalement invalide. Il ne peut plus l'exercer. Oui, c'est une indemnité partielle. Et après, à partir de là, il va falloir définir le taux d'invalidité. Et là vont se matcher deux choses. La caisse obligatoire, donc par exemple la SSI, hein, si on prend le cas du travailleur indépendant, et ensuite l'assureur, s'il y a un assureur. Et les deux, en fonction de leurs critères, vont définir un taux. Et c'est ça qui va définir le niveau de revenu que l'invalide va percevoir jusqu'à quand? Jusqu'à 62 ans en l'état actuel des textes, c'est-à-dire jusqu'à l'âge légal de la retraite. Et puis, on a l'habilité l'absolue et définitive, 100%. Oui, pardonnez-moi, j'ai fait juste un petit hop, je me suis un peu trompé tout à l'heure. Alors, la totale, c'est quand on peut plus vraiment rien faire. Et puis, l'invalidité absolue, c'est celle-ci où on est vraiment, on peut plus, voilà, on est un légume, en fait. Je ne sais pas utiliser le terme, mais c'est vraiment ça. Alors, un petit quiz. Pareil, toujours une partie un petit peu pédagogique, je l'espère. Donc, en cas d'invalidité, la pension que je percevrai de la SSI ou ex-RSI, hop là. Alors, elle est calculée sur quoi? Les 3 derniers mois, les 12 derniers mois ou la moyenne des 10 dernières années? Eh bien, vous avez vu, contrairement à l'arrêt de travail, contrairement aux indemnités journalières, qui, comme je vous l'ai dit, étaient calculées sur la moyenne des 3 dernières années, ben là, c'est peut-être à son avantage ou pire, je ne sais pas, tout dépend de sa carrière. Moi, à mon sens, plus on ouvre et plus on restreint les chances d'avoir une belle rémunération, eh bien, c'est sur la moyenne des 10 meilleures années. Attention, si on est libéral, profession libérale, eh bien, le montant de la rente va dépendre de la caisse d'affiliation. Et la règle n'est pas forcément la même. Les libérales, c'est-à-dire la CARF, la CNAVPL ou d'autres caisses. Alors, petite illustration ici sur l'invalidité permanente avec différents régimes. C'est intéressant, on peut voir que le salarié ou le travailleur indépendant à la sécurité sociale des indépendants RSI perçoit le même montant en cas d'invalidité. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient CIPAV. Eh bien, vous voyez, la CIPAV en cas d'invalidité, c'est 11%. Donc, ça veut dire 5 260 € par an. À peu près, c'est un RSA. Grosso modo, c'est un RSA. Voilà, c'est le minimum vital qui est établi, en tout cas, par les textes en France et qui régit énormément de situations. Le point de vigilance, c'est comme je vous l'ai dit, ça va être le taux, ça va être les forfaits en fonction de ses revenus, l'assiette, en effet, hein, c'est sur les 10 dernières années, sauf les professions libérales, et le fameux taux d'invalidité pondéré fonctionnelle et professionnelle lorsque les deux caisses, donc la Sécu ou la SSI, vient matcher avec l'organisme assureur pour définir le taux. Donc ce sont ça les points de vigilance. Il faut faire très attention. Ah, j'ai des questions cumul emploi-retraite. Ok, ça je verrai tout à l'heure. Donc je peux faire un petit truc là-dessus. Quand on est en est-ce que juste sur emploi-retraite, on se protège pas. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une sociétaire elle est même pas sociétaire, c'est un expert comptable qui me l'a recommandé. Il m'a dit tiens voilà, j'ai cette personne, elle a 65 ans, elle est en activité indépendante, elle veut un contrat de prévoyance pour se protéger. J'ai regardé, j'ai vu qu'elle était au taux plein depuis quelques années. J'ai dit madame, mettez-vous à la retraite immédiatement, s'il vous plaît. Et non, je ne vous mettrai en place aucun contrat puisque vous pouvez bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé, ce qui veut dire que ce que vous pouvez percevoir
par votre caisse de retraite, ce que vous pouvez percevoir par votre activité professionnelle n'impactera pas votre rente retraite obligatoire. Donc, mettez-vous à la retraite et ce sera votre garantie prévoyance. Et ça vaut mieux que tout contrat puisque, alors c'est pas gratuit, hein, puisque vous avez cotisé toute votre vie, mais en tout cas, ça vous permet de ne pas débourser d'argent supplémentaire. Non, pas de contrat pour quelqu'un qui est en cumul emploi-retraite. Aucun sens, aucun sens. Yacine, juste sur la slide en cours, le calcul des 10 dernières années, l'assiette, c'est tout régime confondu? Si on était salarié au cours des 10 dernières années, ça rentre dans l'assiette de calcul? Et non, bien sûr que non. On va prendre uniquement la partie qui est liée à la caisse dans laquelle vous êtes. Merci. J'en prie. Très bien, j'avance. Alors, la partie décès, bah oui, la mort fait partie de la vie. C'est ainsi. Quelle donnée? On va relativiser. Je vous dis ça, c'est pas cool. Ah bon? Stéphanie dit ah bon? Stéphane dit ah bon? Je sais pas de quoi vous parlez, Stéphane. Si c'était par rapport à ma remarque ou par rapport à la moyenne. On y reviendra tout à l'heure, Stéphane. Je vous présenterai ça. Eh bien, le décès, on va aussi relativiser. Vous savez que voilà, 67 millions de Français, 612 000 personnes décédées en 2019. Alors, c'était des stats évidemment avant le Covid. Et 21% de ces personnes qui sont décédées, donc 1 sur 5, ont entre 30 et 65 ans. Les causes du décès, 96 par maladie, 4% par accident. Donc finalement, si on pouvait, soyons optimistes, nous sommes vivants, soyons optimistes. Finalement, les décès par accident des personnes qui sont en activité, eh ben, sont très mineurs, sont très faibles. Il n'y en a pas, voilà, c'est pas beaucoup entre guillemets, c'est toujours trop, mais si on était vraiment sur des chiffres, on peut dire d'une façon froide que ce n'est pas beaucoup. Et donc, c'est un risque à assurer, mais sur lequel il ne faut pas non plus se surassurer. Et quelquefois, il peut être judicieux de penser à son patrimoine pour pouvoir se protéger plutôt que mettre des contrats de prévoyance. Alors, Marie-Laure dit que c'est super encourageant. Nathalie dit que c'est abusé et que c'est grave. Bon, je vous laisse seul maître de votre interprétation de ces données qui sont la réalité et qui sont la vie. Quelques synthèses au niveau des régimes. Au niveau des capitaux décès, il faut savoir, encore une fois, que la sécurité sociale des indépendants, donc ex-RSI, est entre guillemets plus généreux que le régime des salariés. Quelqu'un qui est salarié aujourd'hui et qui décède, eh bien, la sécurité sociale va verser 3 472 €. Qui versera ça donc à l'ayant droit. Ça peut être donc à l'époux, à la veuve ou au veuf. Et souvent, bien, ce sont des frais, ce sont des montants qui sont très faibles par rapport aux besoins à ce moment-là. Lorsque moi j'ai perdu mon papa, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, et je peux vous dire que avoir un peu d'argent, ça peut aider. Ah, la concubine, oui, alors ça, j'y réponds tout de suite, c'est une très bonne question, c'est niette. Voilà, c'est 0. La sécurité sociale des indépendants, en revanche, est plus généreuse puisqu'elle versait 8 277 €. La CIPAV, tout à l'heure on en a parlé, elle est la plus généreuse des fameuses caisses avec 15 780. Donc vous voyez, il y a vraiment… Non, Pax non plus, ça ne marche pas. Non. Donc c'est pour ça que… Attention Isabelle, lorsqu'on est paxé, ça j'espère qu'on vous l'a dit, il faut aller voir un notaire, il faut mettre en place un testament. C'est très très important parce que le Pax ne protège absolument pas le conjoint. Le Pax est là pour uniquement, j'ai envie de dire, des avantages fiscaux, pour caricaturer. Donc voilà pour la partie décès obligatoire. Et donc, dans ces situations-là, c'est très important de savoir quels seront les besoins futurs. Ai-je des enfants que je veux protéger, que je veux emmener aux études? Y a-t-il des choses qu'il faut prévoir parce qu'on a un crédit, parce que sais-je? Eh bien là, on peut mettre en place des solutions de protection facultatives. Au niveau des conjoints, eh bien, la rente conjoint, peut-être que vous en avez entendu parler, en cas de décès, au niveau des salariés et de la sécurité sociale des indépendants, c'est 0. En revanche, la CIPAV, elle, prévoit en effet une rente de conjoint d'un peu plus de 1 000 € par mois. J'avance un peu plus rapidement sur ces choses-là. Les points de vigilance, eh bien, c'est ce que je vous disais. Quel est le capital dont je vais avoir besoin, enfin plutôt dont ma famille va avoir besoin si je venais à disparaître? Comment évaluer les besoins financiers de la famille?
Et quelle référence prendre en compte? Alors ça, c'est-à-dire que si j'ai un statut de mandataire social dans une SASU, j'ai vu qu'il y avait des gens en SA, SAS, SASU, vous êtes mandataire social, assimilé salarié, vous avez une obligation de cotiser à hauteur de 1,5% de la tranche A de votre salaire avec une majorité de décès. Est-ce suffisant? Oui ou non? Eh bien, il va falloir voir un spécialiste, encore une fois, faites un bilan. Je vous le dis, alors ça fait très publicité, mais AG2R La Mondiale est à votre disposition. Nous avons des conseillers sur l'ensemble du territoire qui vous proposeront un audit, qui vous offriront cet audit de la part de l'ADI, qui vous permettra exactement de pouvoir estimer ces montants-là. Alors, première idée reçue, je ne serai pas bien mon couvert, je ne serai pas moins bien couverte en cotisant au SSI au régime général. Tout à fait, madame. Nous sommes bien d'accord. Ça va. Marianne, je vous répondrai tout à l'heure pour les questions des enfants. Alors, un petit parallèle. 11h46, je vais nous laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Je pense que échanger à bâton rompu sera encore plus fructueux que la descente de ces slides. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu. Et comme je vous l'ai dit, je serai là sur LinkedIn si vous avez des questions supplémentaires ou complémentaires. Là, on fait une différenciation entre l'assimilé salarié, donc SAS, SASU, SA, et l'autre, gérant majoritaire, SARL. Mais ça vaut bien aussi pour une EURL, je précise, et voir le EI, entreprise individuelle, et le travailleur indépendant. Eh bien, nous voyons que au niveau de la base, la sécurité sociale des indépendants est un peu plus généreuse que la sécurité sociale classique. Ça, vous le saviez. Et puis là, on va me dire, oui, mais moi, je serai cadre. Et puis, il y a une convention collective qui est plus protectrice. Alors, certes, oui, c'est vrai que vous allez avoir en effet des capitaux qui vont être supplémentaires, mais ceux-ci peuvent être compensés par des solutions facultatives du gérant majoritaire et vous allez voir, ça coûte quasiment la même chose. Le cadre, sa prévoyance va coûter pour ce cas-là 1 680 € par an. Le gérant majoritaire, l'indépendant, ça va coûter 1 856 € par an. On peut utiliser des cadres fiscaux comme la loi Madelin. Alors, si on a 50-50, c'est pareil. Quand on est gérant à 50-50, pareil. Il faut voir si on est égalitaire ou pas. Après, on fait le choix d'être salarié ou pas. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, ça coûte quasiment pareil. Donc, cadre ou pas cadre, vous savez, toutes ces idées reçues-là, pour aller plus vite, j'ai envie de vous dire, oubliez le régime salarié, oubliez le régime cadre, mettez-vous en SARL, en TNS et mettez des solutions facultatives. Ça ne coûtera pas plus cher, vous pourrez mieux les piloter et vous aurez d'autres avantages. Mais je ne peux pas tout vous dire maintenant. Après, voilà, donc ça, on a ça le statut. Très bien, j'avance. Ensuite, pardonnez-moi. Tac. Oui, c'est ça. Je peux bénéficier de la même couverture qu'un cadre avec un coût inférieur. Cela dépend de moi. Tout à fait. C'est possible. Pour ça, il va falloir voir différentes choses. Le délai de carence, le souscripteur, la date d'effet. Est-ce que nous avons une classe standard ou une classe spécifique, une clause spécifique, l'âge que nous avons. Vous voyez tout à l'heure, comme je vous disais, lorsqu'on est en cumul emploi-retraite, eh bien non, on ne prend pas de contrat de prévoyance. On peut en revanche prendre un contrat qui va protéger en cas de maladie sur nos frais. Par exemple, si vous avez des frais de fonctionnement, un loyer, un leasing de voiture, une imprimante, du papier, une salariée, c'est possible. Là, oui, vous pouvez prendre un contrat de prévoyance qui va assurer vos frais généraux. Mais c'est absolument différent de tout ce dont je venais de parler. Mais ça compte. Donc ça aussi, vous pourrez le voir avec votre conseiller AG2R La Mondiale au cours d'un audit gratuit et j'arrête de faire de la pub. Les points de vigilance importants. Donc, les IJ, quand on parle d'indemnité journalière, c'est le montant, combien, quand, à partir de quand. En matière d'invalidité, en fonction de ma caisse, pareil, ça va être quand, combien, surtout. Et le décès, quels vont être les besoins de mon foyer. Attention, je vais vous faire alors là, je vous fais un petit aparté très rapide, parce que ça, je le vois très rarement. Alors, ça fait 6 ans que je travaille dans le groupe. Avant, j'étais chef d'entreprise comme vous. Pendant 8 ans, j'ai eu 6 salariés. Donc, j'ai une petite expérience, on va dire, d'entrepreneuriat. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps avec un expert comptable, une entreprise donc qui avait emprunté pour se développer. On était dans le cadre d'une SARL, un gérant majoritaire associé. Ils avaient emprunté 500 000 € pour des locaux. Et je leur pose la question, je dis à un moment donné, avez-vous pensé au risque fiscal et social en cas de décès? Il me dit, de quoi tu
parles? Je ne comprends pas. Oui, TNS égale CIPAV, pas vraiment, on en reparlera tout à l'heure, mais oui. Et il me dit, de quoi tu parles? Je dis, mais écoute, si c'était des amis, hein. Enfin, moi, mes clients c'est des amis avant d'être des clients. C'est avec des hommes et des femmes que je travaille. Je leur dis, tu sais, si tu décèdes, eh bien, il va y avoir un problème au niveau du crédit. Les 500 000 euros, ils sont dans le passif aujourd'hui du bilan. Il faut bien que l'expert comptable les mette aussi à l'actif pour qu'il y ait un équilibre. C'est les principes de base d'un bilan qui soit équilibré. Et si la banque, elle, va se rembourser via l'assurance, eh bien, il va tout de même y avoir un bénéfice extraordinaire qui va être généré d'un point de vue comptable et purement comptable. Et ça va créer, de l'impôt société, 2, des charges sociales. Il me dit, oui, mais moi, je suis mort, il n'y a plus de charges sociales. Faux. En cas de décès, les charges sociales sont payées par les héritiers. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est très complexe, c'est très technique et il n'y a pas de seule solution, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde et c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, vous êtes tous différents, vos activités sont différentes, votre sensibilité est différente, votre famille, votre environnement est différent, votre patrimoine est différent. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment du cas par cas. Là, on fait du général et je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement, mais je pourrais le faire différemment, c'est comme je vous l'ai dit. Voilà. J'avance, je pense qu'on a presque fini sur cette partie-là. Ici, alors, je fais un petit focus rapide sur les fiscalités. On m'a parlé de Madelin, on m'a parlé d'assurance vie, on me dit qu'il faut faire de la Madelin. La Madelin, c'est bien. Bon, oui, non, ça dépend. Toujours pareil. Pour faire très simple, retenez ça. Quand je cotise ou quand mon entreprise cotise dans le cadre fiscal Madelin, eh bien, ces cotisations sont neutres pour moi. Je n'ai pas à les réintégrer dans mon revenu imposable. Je ne paye pas d'impôt. Oui, Stéphane, je comprends que ça te dépasse, ça vous dépasse. On en reparlera. Je vais essayer de répondre tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, on a des experts pour vous à votre disposition. C'est vrai, c'est complexe. La Madelin, son seul avantage, c'est ça. C'est-à-dire que l'entreprise où je peux cotiser pour moi, il y avoir une déduction fiscale. En revanche, tout ce que je vais percevoir demain, 1, ce sera sous forme de rente, 2, ce sera imposé. Il faut être vigilant parce que quand on a des indemnités journalières, eh bien, il faut s'assurer qu'elles vont me permettre de vivre parce que dessus, il faudra payer les charges sociales et puis dessus, il va falloir payer de l'impôt. Donc, il faut faire attention au niveau d'assurance. Et alors que l'assurance vie, elle fonctionne à l'opposé. Les cotisations de mon entreprise, je vais payer de l'impôt dessus, moi, à titre personnel. En revanche, je ne payerai pas d'impôt sur les prestations, ni sur les rentes, ni sur les capitaux. Je passe, on avance, c'est pas le plus important. Là, on avait un exemple de risque. Je pense que les exemples que je vous ai donnés étaient déjà pertinents. C'est pas la peine. Là, je fais le coup de pub rapide. Oui, AG2R La Mondiale propose une solution, comme tous les assureurs de la place, avec un pack adapté, un tarif adapté, etc., etc. Vous verrez ça avec votre conseiller. Je ne suis pas là pour vous le vendre aujourd'hui. Un dernier point, le chômage. Je vous ai dit qu'on en parlerait. Le chômage, autrefois, le chef d'entreprise n'avait pas de chômage, il n'avait aucun droit. Aujourd'hui, ça a changé depuis donc les dernières résolutions et les dernières, comment dirais-je, bref, les dernières lois passées par le nouveau gouvernement. C'est de la poudre de perlimpinpin, hein, pour utiliser une expression consacrée. L'on parle de 600 € par mois pendant 6 mois, sous certaines conditions. Alors, ça permet, c'est une sorte de RSA plus pendant 6 mois. Voilà. Donc, clairement, dites-vous que le chômage, vous n'y avez pas vraiment droit et que là, il existe des solutions pour se protéger. J'ai une recommandation là-dessus. Parce qu'on peut se protéger de différentes façons. On peut se protéger en mettant un contrat qui va suppléer, remplacer Pôle emploi, avec énormément de contraintes, énormément de règles. Et on a une autre solution qui est ma favorite, qui est de mettre de l'argent de façon et de la capitaliser. Puisque quand on prend une assurance, c'est comme pour une voiture. Une voiture, ça s'appelle du fonds perdu. Vous versez tous les mois X euros. Si vous n'avez pas d'accident, et c'est ce que l'on se souhaite, bien sûr, l'argent est perdu, il est pour l'assureur. Ça fait partie de son régime, de son équilibre financier. Donc, vous cotisez à fonds perdu. Et c'est pareil pour le chômage. Si vous n'êtes pas au chômage, eh bien, vous cotisez pour la caisse globale. Donc, ce que je préconise souvent, c'est un système de capitalisation. Alors, je peux aussi le mixer, mettre une assurance chômage que je vais mettre un peu moins forte, plus un système d'épargne. Et donc là, je mets de l'argent de côté. De deux choses l'une, soit je suis en arrêt de travail, je peux prendre mon capital, je m'auto-assure finalement, soit
Je ne suis pas malade, j'en ai pas besoin. Cet argent n'est pas perdu. Je peux m'en servir à tout moment. Et dans le meilleur des cas, enfin, je peux le récupérer à ma retraite comme un capital de fin de carrière. Voilà. J'arrête pour la partie chômage. Vous avez compris que c'est très, très complexe. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais en cette petite heure, en ces 55 minutes. C'est évidemment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Généralement, j'anime des séminaires auprès d'associations de chefs d'entreprise, auprès d'experts comptables et de clients. Ça dure 3 heures, hein, et bon, et c'est jamais suffisant. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas tout compris. J'espère que ça a un petit peu débroussaillé. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que AG2R La Mondiale est à vos côtés avec l'ADI et que c'est gratuit pour vous. On vous offre ça. S'il vous plaît, ne vous en privez pas. Merci beaucoup. Alors, merci Yacine. Je vois qu'il y avait pas mal de réactions inquiètes Claire, sur le Stéphanie. chat. Par rapport notamment donc au fait de devoir effectivement de pas être bien, enfin d'avoir en tout cas le sentiment de pas être bien assuré. Notamment, il y a pas mal de questions sur le fait qu'est-ce qui se passe quand on est et salarié et chef d'entreprise. Du coup, à quelle caisse nous couvre en cas de problème? D'accord. Alors, c'est une très, très, très bonne question. En effet, ça arrive. Donc, dans ce cas-là, nous sommes polypensionnés, n'est-ce pas, de régime de pension. Alors, on va partir déjà d'un constat simple qui est que la maladie ne peut pas être une source d'enrichissement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que lorsque on est en arrêt, en fonction de la durée, eh bien, les caisses vont prendre en charge en fonction des délais de carence, des franchises, etc., de tout ce qu'on a vu précédemment. Et pour faire simple, elles vont chacune vous assurer à la hauteur de vos cotisations. Et donc, vous allez percevoir une rémunération de la part du régime obligatoire, plus une rémunération de la part du régime des indépendants. Ça se cumule dans la limite de vos revenus réels. C'est pour ça que je vous dis que la maladie ne peut pas être une source d'enrichissement. Parce que j'ai eu des clients qui m'ont dit, tiens, bah, écoute Yacine, je gagne 20 000 euros par an, 2 000 euros par mois, allez, 24 000, 2 000 euros par mois. Par contre, j'aimerais bien que tu m'assures à hauteur de 40 000 si jamais je suis en arrêt de travail. Ah, je lui dis, tu sais, ce qui va se passer, si je le fais, je peux très bien te le faire. Moi, ça va augmenter la cotisation et ça tombe bien, je suis payé comme ça, donc moi, je vais gagner plus d'argent. Par contre, mon ami, lorsque tu seras en arrêt de travail, l'assureur va venir te voir et va te demander un justificatif de ta rémunération. Et il ne te payera qu'à la hauteur de ta rémunération réelle et pas à hauteur de ce pourquoi tu avais cotisé. Donc, faites très attention à ça. Autre question? Alors oui, il nous reste quelques minutes s'il y a des questions complémentaires. Je vois un point de retraite sur un point de retraite pour l'entrepreneur. Alors bon, il y avait une réunion hier, hein, avant-hier, pardon, sur le sujet. Je ne sais pas si vous y avez participé, mais en tout cas, je sais que l'ADI l'a enregistré et donc vous pourrez retrouver. Et je vous dis un truc très rapide, c'est très important. L'auto-entrepreneur, ce n'est pas un statut qui est fait pour y rester, vraiment. Faites-le au début si vous n'avez pas le choix, mais sortez-en le plus vite possible. Il est très limitant à plusieurs niveaux, notamment pour la retraite, puisque quoi qu'il arrive, vous n'obtiendrez pas plus que 3 trimestres par an, même si vous cotisez à fond. Donc, faites très attention au régime de l'auto-entrepreneur. C'est vraiment quelque chose de complémentaire. À la base, ça a été mis en place par Nicolas Sarkozy. Ah, un petit problème de connexion. Gagner plus, travailler plus pour gagner plus, ça reste le cas. Une autre question? Juste une petite question. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit comment contacter. Pardon, juste répondre à une question que j'ai vue. Quelqu'un disait comment contacter un conseiller AG2R La Mondiale. Alors, vous avez le site internet AG2R La Mondiale. Vous verrez, vous vous renseignez, puis un conseiller prendra contact avec vous. Si vous voulez faire ça tout seul, vous allez sur LinkedIn et vous trouverez quelqu'un. Le mieux, ce qu'on vous conseille, c'est de renseigner le questionnaire d'évaluation qu'on va vous transmettre à l'aide d'un lien. Mais et oui, suis-je bête. En fonction de vos régions respectives, vous serez recontacté par l'équipe de la région, par un conseiller. Donc, ça vous permettra à la fois d'avoir un accompagnement et si vous souhaitez bénéficier de l'audit gratuit, vous pourrez y avoir droit. Merci Stéphanie. Ce questionnaire, Claire, tu envoies le lien, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on va, on va envoyer le support et le lien vers le questionnaire, donc à toutes les personnes qui ont participé à la visioconférence. Ok, alors le questionnaire est très rapide, hein. C'est 10 petites questions, ça va vous prendre 2 minutes, donc c'est ultra rapide. Alors autre chose, Yacine, moi j'ai répondu à une personne sur le régime local d'Alsace-Moselle, mais Ah, j'ai peur d'avoir peut-être fait un impair. Pour une personne qui est auto-entrepreneur, enfin pour les auto-entrepreneurs qui sont en Alsace-Moselle, est-ce qu'ils continuent à bénéficier des avantages de ce régime local-là avec le statut d'auto-entrepreneur ou oui, pas? absolument. Alors attention, je suis pas du tout un spécialiste de l'Alsace-Moselle puisque je n'en ai quasiment fait aucun. Alors j'ai la culture générale, ça fait partie de ce qu'on apprend. Alors la réponse est oui. L'auto-entrepreneur Alsace-Moselle continue à bénéficier du régime Alsace-Moselle, mais je m'arrêterai là dans ma réponse. Voyez votre conseiller régional. Voilà. Et puis pour tout ce qui est question d'arbitrage, de choix, de statut ou de forme juridique, effectivement, on peut aussi vous accompagner sur ces aspects-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Voilà, c'est vrai que il y a pas Ah, mal de spécificités. Marc me dit qu'il a créé son activité qui n'est pas au régime local. Alors Marc, il y a peut-être quelque chose que je maîtrise pas. Je ne vais pas m'aventurer sur ce domaine, je maîtrise pas. Il y a également une personne qui demande si on peut bénéficier d'un bilan personnalisé même si on n'a pas encore créé son entreprise. Oui, Florence qui l'a posé la question, je lui ai répondu Ah, en pardon. ligne. La réponse est oui, bien sûr. Nous sommes là pour vous aider de la création à la maturation d'entreprise tout au long de votre vie. Oui. Et je réponds, je vois qu'il y a une question d'Elios. Non, il n'est pas nécessaire d'être client de l'ADI pour bénéficier d'un bilan personnalisé par AG2R, hein. C'est deux choses complètement différentes. Oui, tout à fait. Après, ce sera l'accompagnement et le suivi qui sera pas forcément le même, mais enfin, oui, j'ai envie de vous dire oui. Ça dépend, vous savez, ça dépend souvent de. C'est une histoire d'hommes et de femmes, hein. Ça dépend de qui vous avez en face, hein. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent. Alors, replay, On non, a pas de, encore 194 personnes en ligne. pas de replay, mais on va vous envoyer le lien de ces lives qui est enregistré. Je vais créer une SASU. Alors attendez, je vous crée une SASU, je bénéficie de l'ARE pour l'instant, non rémunéré par l'entreprise pendant 12 mois. Et le comptable m'a conseillé plutôt la SARL à la création en novembre 2020, je commence à douter. Alors, il faudrait savoir pourquoi il vous a recommandé la SARL, il doit avoir des raisons. Parce qu'on soit en SASU ou en SARL, lorsqu'on est bénéficiaire de l'ARE, de l'ARS, de l'ACRE, peu importe, eh bien, ça n'a aucun impact, ça ne change rien à partir du moment où on ne se rémunère pas. La SASU peut être avantageuse si et seulement si nous prenons des dividendes, puisque ça ne viendra pas impacter vos droits chômage. Donc là, oui, si ce n'est pas votre objectif, dans tous les cas, je pense que la CRL est plus pertinente. Maintenant, je ne peux pas me prononcer, votre expert comptable a certainement des éléments que je n'ai pas. Il a du SASU vous coûtera plus cher? Oui, il a raison. Oui, il a raison, la SASU vous coûtera plus cher. Je suis d'accord avec lui, c'est du miel à mes oreilles. La SASU, c'est 45% de charge tout au long, quoi qu'il arrive. La SARL, c'est 45% de charge dans la limite du pass. Et après le plafond de la sécurité sociale, ça chute à 17% et encore plus en fonction de la rémunération. Donc oui, je suis d'accord avec votre expert, madame. Oui, c'est madame? Oui, madame, Joanne. On en profite, moi je suis là, hein. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions, allons-y, hein, n'hésitez pas. Alors, sur la question patrimoniale, est-ce qu'il peut y avoir des réponses, enfin, des conseils au cours de l'audit? Je crée une SAS avec une associée mariée sous la communauté de biens. Est-ce que je peux? Ah oui, bien sûr. Ah, tout à fait, puisque ah oui, complètement. Donc là, on va parler d'un pacte d'associés, par exemple, dans lequel vous allez définir certaines choses, certaines protections. Je vous la fais simple. Elle est mariée sur le régime de la communauté, c'est-à-dire qu'en cas de décès, elle est l'héritière, bien évidemment, et vous, l'associé, il va falloir que vous rachetiez les parts à la veuve. Je ne souhaite pas, bien évidemment. Mais ça, il faut l'anticiper. Et puis, il faut également provisionner les montants qu'il va falloir verser à la veuve. Et il existe ce qu'on appelle aujourd'hui des garanties croisées entre associés. Votre conseiller à G2R La Mondiale vous en parlera. Dites-lui ça, garantie croisée entre associés. Ah, la séparation de biens, bah, tout dépend. Après, si on est réduit aux acquis ou pas réduit aux acquis, si on a une communauté d'acquis, oui, il y a beaucoup de différences. Je ne vais pas pouvoir détailler tout ça parce que c'est un peu complexe, mais en tout cas, le conseiller qui fera votre audit pourra vous répondre sans aucun doute, hein.
Quel statut de préférence pour sortir de l'auto-entrepreneuriat? Praticien massage? EURL. EURL. Voilà. SASU ou EURL avec prévoyance? Oubliez la SASU. Oubliez la SASU. La SASU, si vous voulez, il y a eu une grosse mode. Ça a commencé en 2000. Ça a commencé en 2012 lorsque les dividendes des SARL ont été chargés socialement. Ils ne l'étaient pas autrefois. Donc là, il y a eu une grosse mode et tous les experts comptables ont dit SASU avec ça, et en plus le fait que le RSI avait très mauvaise réputation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, oubliez la SASU. La SASU, c'est franchement, je dirais dans 90% des cas, le pire des choix. Différence EURL, EURL, aucune. Si ce n'est la transformation dans le futur, la transformer, c'est tout. Mais c'est pas ça, votre expert comptable vous le dira. Le coach, attention, le coach professionnel, généralement, il est SIPAV. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est faites bien attention à la caisse à laquelle vous vous affiliez. Christine, c'est ça. Voilà, c'est le premier conseil. Faites attention à votre caisse parce que le coach, souvent, c'est SIPAV. Faites bien attention à ça. Après, la forme juridique, j'ai envie de vous dire, commencez par l'auto-entrepreneur parce que peut-être que le chiffre d'affaires va mettre du temps à démarrer et puis ensuite passer en EURL. Alors, activité d'assistante administrative indépendante, quel statut? Vous savez, ça, le choix du statut, il faut voir aussi avec l'expert comptable parce que, en fait, ce qui est important, c'est le prévisionnel. Quel est le prévisionnel en termes de chiffre d'affaires? C'est souvent ça qui fait la différence. Hein. Quand l'expert j'ai oublié la personne tout à l'heure qui disait que ça coûte plus cher la SASU, c'est à cause du prévisionnel. Vous voyez, j'étais pas là dans la réunion avec votre expert, mais j'ai de fortes suspicions sur le fait que c'était un élément déclencheur. Quel statut pour un bureau d'études? Bah, pas le choix. Pas le choix. C'est SIPAV, le bureau d'études. Hein, c'est ingénieur. Hein, donc, voilà. Après, le statut, il faut faire une différence entre le statut. Le statut, c'est suis-je gérant majoritaire, suis-je salarié? En fait, c'est vraiment ça le statut. Hein, c'est pas la caisse. On peut être gérant majoritaire SIPAV, comme on peut être assimilé salarié SIPAV. En tant que coach, en tant qu'entrepreneur, on peut pas être au SSI. Si, on peut. Si, on peut. À partir de quel chiffre d'affaires? En fait, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est surtout la rémunération. Mais le problème de l'entrepreneur, c'est que son chiffre d'affaires, c'est quasiment sa rémunération, à part les 22% de charges, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires qui va dépasser, allez, je vous fais un calcul de tête, avec 45% de charges, si vous dépassez les 70 000 euros, changez de statut. Vaut-il mieux être salarié et être entrepreneur en SAS pour rester assimilé salarié ou plutôt salarié entrepreneur SARL? Ah bah écoutez, Yacine. Ah, Yacine, quel beau prénom. Yacine, j'ai envie de vous dire que vous mettre en SARL. Après, tout dépend de combien vous faites de chiffre d'affaires et quelle est votre rémunération. Si vous êtes sur une rémunération et un chiffre d'affaires qui est inférieur au plafond sécu, inférieur à 40 000 euros annuels, pas de grande différence. Vous pouvez rester en SA, ça ne change pas grand-chose. Après, si vous voulez, si je vous le souhaite, vous montez un peu dans les tours, la SARL, sans aucun doute, sera plus avantageuse. Elle vous permettra de payer moins de charges sociales et de piloter votre protection sociale. Cela, vous savez, Yacine, je ne connais pas votre âge, mais si vous avez une quarantaine d'années comme moi et qu'il vous reste 20-25 ans à travailler, l'économie que vous allez faire de charges, en moyenne, alors j'ai fait le calcul comme ça, on est quasiment sur un demi-million d'euros que vous allez économiser en charges sociales. Je dis ça, je dis rien. Alors, on me dit, pour choisir sa caisse, on fait simplement la demande à la caisse que l'on veut et on nous accepte. Pas tout à fait. Ça va dépendre de votre activité. Ça va dépendre de votre code NAF, pour faire très simple. Et à partir de là, vous allez avoir une proposition. Aujourd'hui, les règles ont changé et c'est par zone géographique. Vous dépendrez en fonction de votre statut. Si vous êtes indépendant, donc vous serez soit SIPAV, soit SSI. Si vous êtes assimilé salarié, vous dépendrez donc de la sécurité sociale. Et pour la partie complémentaire, nous serons sur des caisses type AG2R La Mondiale, Humanis, Malakoff Médéric,
ou pro BTP si vous avez une activité qui est dans le BTP. Le nerf de la guerre, c'est les charges sociales. Je suis pas d'accord. Le nerf de la guerre, c'est pas ça. Le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires. Le nerf de la guerre, c'est la satisfaction client. Le nerf de la guerre, c'est sa capacité à accroître et à pérenniser son activité. Les charges sociales, ce ne sont pas des charges sociales. Les charges sociales, ce sont des cotisations qui vous donnent des droits futurs et un patrimoine social. Yacine, 26 ans, on ne se pose pas de questions. Ça irait. Et si on ne veut pas de la CIPAV, on peut aller à la SSI, sauf si on fait partie des professions réglementées, type géomètre, profession de conseil, etc. Architecte, non. Non, architecte, c'est la CIPAV. Désolé. Non, c'est un architecte, on est assis. Herve dans la main? Non, pas encore. Producteur floral. Oh, formidable. Alors là, c'est encore différent parce que ça, c'est, je ne sais pas si vous le savez, les amis, mais les fleuristes, par exemple, ou ceux qui produisent, ils dépendent de la caisse agricole. Vous serez assimilé à la caisse du régime agricole. C'est encore d'autres règles là. Faut en parler avec votre conseiller. Là. Je ne peux pas faire un focus tout de suite là-dessus, ce serait trop long. Voilà. Il est 12h, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur le choix du statut. Les professions réglementées, c'est obligatoire accessible? Non. Alors, je pense que… On t'entend pas, Claire. Oui, pardon, vous m'entendez? Oui. Je pense que c'est difficile, je pense, avec assez peu d'infos, effectivement, de pouvoir vous donner des renseignements, chacun sur sa situation personnelle. Je pense que le mieux, effectivement, on va vous envoyer le questionnaire où, effectivement, vous pourrez demander à être contacté par quelqu'un d'AG2R dans votre région. Hein, je pense que c'est quand même bien de prendre le temps de pouvoir bien exposer tous les paramètres de sa situation. Pour les personnes qui souhaitent être accompagnées par l'ADI, on a également un programme d'accompagnement, alors qui est moins avec une expertise moindre évidemment sur tout ce qui relève de la protection sociale, le programme Je deviens entrepreneur qui dure 15 jours, dans lequel on peut aussi vous aider à déterminer le bon choix du statut juridique. Tout à fait. Donc, à vos claviers, lorsque vous avez le lien, inscrivez-vous. Vous aurez quelqu'un qui va vous contacter assez rapidement. Pour ceux qui sont en région parisienne, je suis là, Yacine Barry, sur LinkedIn. You are very welcome. Ce sera avec grand plaisir. Merci vraiment pour cet échange de grande qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacine. Merci Yacine et merci à tous d'avoir participé. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.